savoir à quel moment on pouvait rentrer. Et ensuite, pendant ce temps, était constituée une équipe de chercheurs pluridisciplinaires, interdisciplinaires, dont a fait partie Marc Azéma, et qui continue aujourd'hui avec à sa tête différents directeurs. On a nommé Jean-Claude, il y a eu ensuite Jean-Michel Geneste et désormais Carole Fritz. Cette grotte, vu sa notoriété, vu son importance, tout de suite, on a su qu'elle n'allait jamais être ouverte au public. Donc les élus locaux se sont très vite emparés du projet en pensant créer un équipement culturel, touristique, mais quand même un équipement culturel, et dans le but de mettre à disposition ce qu'était ce patrimoine. Donc il y a un syndicat mixte qui a été créé, qui rassemble la région, le département, puis forcément l'État derrière, pour soutenir la candidature à l'UNESCO, des fonds européens, etc. Puisque l'idée, c'était de se dire, ça a été fait à Lascaux, ça a été fait à Altamira avec la Neo Cueva, dans d'autres lieux, on doit être capable de restituer cette grotte qui va rester fermée au public. L'inscription, elle date de juin 2014 à l'UNESCO, sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, et elle est inscrite en tant que premier grand chef-d'œuvre de l'humanité. Ce n'est pas une question d'ancienneté, c'est une question de premier grand chef-d'œuvre de l'humanité. La complexité de l'ornementation et tout un tas de choses, ça va être la première partie de ce que je vais vous présenter. Et puis on va inaugurer Chauvet 2 en avril, l'année suivante. Donc énorme notoriété autour de l'inscription UNESCO, énorme notoriété parce qu'on avait la curiosité de savoir comment on fabriquait une fausse grotte dans le village de Vallon-Pont-d'Arc, donc à côté de la grotte. Et ça va être ouvert et inauguré par le président de la République à l'époque, qui était François Hollande. Aujourd'hui, à 10 ans, on est à plus de 3 millions de visiteurs, donc c'est plutôt un grand succès. Alors la grotte, on en parle beaucoup, il faut savoir qu'elle est située dans les gorges de l'Ardèche et à côté du pont d'Arc. Donc non seulement c'est une grotte au patrimoine préhistorique et artistique exceptionnel, mais elle est aussi dans un environnement et un patrimoine naturel qui est très important sur les gorges de l'Ardèche. Donc vous vous situez ici, on est sur la route des gorges et la rivière, l'ancien méandre de l'Ardèche qui a fini par creuser le pont d'Arc, et la grotte elle est dans cette falaise. On s'en rapproche, vous voyez le vire naturel, et elle est à cet endroit-là en fait. Donc elle jouxte ce qui est déjà un élément géographique très particulier et un élément d'attractivité, on va dire, au niveau du département et du Sud-Ardèche. On nous a souvent beaucoup reproché, c'est encore là, dans le Sud-Ardèche. Mais ces préhistoriques se sont installés là parce que c'est un environnement propice. Il y a des grottes, il y a de l'eau, il y a des matières premières telles que le silex, il y a des animaux. Et en période glaciaire, certaines parties de l'Ardèche, elles étaient un petit peu moins propices. C'est pour ça qu'il y a une forte concentration dans ces gorges. C'est le laboratoire Editem, qui sont des géomorphologues qui ont travaillé pour essayer de reconstituer le porche d'entrée de l'époque. Et on comprend finalement aujourd'hui l'intérêt de cet accident géologique. Merci aussi le climat glaciaire et ces falaises qui s'effondrent. On sait que ça s'est passé en 3 temps et qu'il y a 21 500 ans, l'obstruction totale du porche était effective. Donc plus personne ne va rentrer, ni les humains, ni les gros animaux. Il rentrera quelques petites bestioles. Jusqu'en 1994, où nos 3 découvreurs vont pénétrer par le boyau, c'est ce qu'on appelle une cheminée, et ils vont atterrir par le plafond d'une grotte. Donc il y a quelques péripéties, là aussi, d'inconfort. Ils ont passé plusieurs jours à désobstruer ce boyau qui fait 10 mètres de long sur 80 cm de diamètre. Donc il faut être spéléo, il faut être un tout petit gabarit. Il y a même des préhistoriens qui ont été nommés pour aller authentifier la cavité au tout début de la découverte, mais qui, du fait de leur corpulence, n'ont jamais pu rentrer dans la grotte. Ils en parlent encore souvent avec regret. Depuis, évidemment, l'entrée a un petit peu été aménagée, mais vous comprenez pourquoi elle n'est pas beaucoup aménagée non plus,
puisque toute la climatologie intérieure de la cavité, si on la modifie, c'est là en général qu'on a des problèmes. Donc aujourd'hui, c'est une porte blindée, caméra, digicode, reliée à la gendarmerie de Vallon-Panda, reliée au ministère de la Culture qui regarde sans arrêt. Il y a un service de conservation qui a été créé pour s'occuper et être au chevet de cette grotte incroyable. Cette grotte, elle est incroyable à plusieurs titres. Si on voulait omettre l'intérêt, on va dire, artistique, c'est aussi une cavité qui est extraordinaire. Je ne peux pas vous montrer des milliers de photos parce qu'on est un petit peu pressé, mais c'est une grotte qui a une forte présence, qui est extrêmement belle et qui, du fait qu'elle ait été fermée, et j'allais dire propre entre guillemets, scintille de toutes parts. Donc c'est une grotte qui est déjà très très belle, mais qui est plus connue pas forcément pour son intérêt, on va dire, géologique, mais pour l'intérêt artistique, avec notamment toutes ces séries de fresques gravées ou de fresques dessinées, puisque c'est aussi cela qui a été reconnu par l'UNESCO. Lorsqu'on a de la chance, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dater tout ce qui est gravure. En revanche, la chance qu'on a à Chauvet, c'est qu'ils ont réalisé les dessins au charbon de bois, donc prélèvement, donc datation. Si ça avait été de l'oxyde de manganèse, on aurait été très embêté, comme dans certains sites où on ne peut pas dater directement. Donc là, lorsque les premières datations sont arrivées, tout le monde est tombé de sa chaise. Le grand public, mais beaucoup de préhistoriens, il faut le reconnaître. Parce que ça a bousculé toutes les connaissances de l'époque, où on pensait un art de manière assez linéaire, du moins compliqué, au plus naturaliste, au plus réaliste. Or, la découverte de Chauvet montre que cette évolution stylistique ne se fait pas du tout comme cela, et il a fallu donc caler chronologiquement les œuvres de la grotte Chauvet dans la première culture qu'on appelle l'Aurignacien, parmi le paléolithique supérieur. Donc bien avant Lascaux. Ça a très vite été comparé à Lascaux parce qu'il y avait des animaux qui avaient des pattes en boule, une convention qu'on retrouve sur les animaux de Lascaux. Il y avait un art très graphique, très abouti, très maîtrisé. Donc les préhistoriens, au départ, sur cette histoire de chronologie stylistique, ont évoqué l'idée que ça pouvait être contemporain de Lascaux. Et puis, effectivement, non. Donc aujourd'hui, c'est un site qui est très daté. Il y a plus de 300 datations qui ont été réalisées dans la grotte Chauvet. Donc il n'y a plus de réel doute sur la période culturelle dans laquelle elle s'intègre. Donc les Aurignaciens, pour faire vite, c'est une culture que l'on connaît, qui a essemé sur toute l'Eurasie, si on parle au niveau administratif aujourd'hui, sont des populations aussi, comme le disait Pedro Lima, qui sont semi-nomades et qui ont non seulement un socle commun culturel partout, mais qui ont des tendances régionales différentes en fonction du lieu où ils sont. Finalement, on n'a rien inventé. Si on est en Bretagne ou en Provence, on a beau être européen, français, on va avoir, en fonction de l'environnement dans lequel on vit, une manière de cuisiner différente. Là, on va dire, c'est à partir des outils qu'on le voit, qu'on le perçoit, mais c'est déjà le cas. Cette grotte Chauvet, elle est aussi marquée par l'omniprésence de l'ours des cavernes. Alors non seulement il y a beaucoup d'ossements des crânes qui sont calcités ou qui sont très frais encore, il y a des dessins, 19 dessins dans la grotte Chauvet d'ours, c'est plus que dans tous les autres sites d'art pariétal. Il y a des crânes qui sont disposés, déplacés, organisés. Il y a des polis d'ours. À force de passer sur les rochers, ils ont poli certaines arêtes. Et puis les empreintes. Et à un endroit, on a même un ours qui a marché dans l'argile et qui s'est collé contre la paroi et qui a laissé ses empreintes sur la paroi, un peu comme l'a fait l'homme préhistorique, on va le voir après. Il y a aussi des empreintes de pieds. Tout ça, c'est grâce à la conservation de la grotte.
Si un site est ouvert, c'est fini, les sols en général ils sont abîmés et l'ASCO a été vidé pour l'aménager au tourisme. Mais on était en 1940, effectivement, on ne le fait plus aujourd'hui. Donc des empreintes de pas, semble-t-il, d'un enfant ou en tout cas d'un petit individu, puisque ça correspond à un 36 aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne, on va dire, est passée dans la grotte, a laissé une piste de plus de 20 pas. Vous arrivez à deviner le talon, les orteils. Et ils sont concomitants avec des empreintes de grands canidés, de loups. Donc la question est ouverte aujourd'hui, puisqu'on sait que déjà à l'Aurignacien, il commence à y avoir un apprivoisement, pas une domestication pure et dure, mais un apprivoisement de ces canidés. Donc est-ce qu'il suivait l'enfant? Est-ce qu'il accompagnait l'enfant? On ne pourra jamais le prouver, mais en tout cas, c'est un fait intéressant. Dans la grotte aussi, il y a des structures anthropiques, d'autres structures anthropiques que les dessins, dont on parle beaucoup. J'évoquais ce crâne d'ours qui est posé sur un gros bloc et autour duquel il y a plus de 52 crânes d'ours et il n'y a pas les autres ossements. C'est pour ça que je parlais d'organisation, de manipulation et de structure anthropique à cet endroit-là. On a amené les crânes ici. À un autre endroit, on a cassé un bloc d'un plancher salénitique. On l'a traîné pour le mettre un peu plus loin et se faire une marche pour que l'espace soit plus accessible. Dans la grotte, vous voyez ces grosses pierres-là, ce sont en fait des reliquats du plancher salénitique qui a dessous, ces concrétions plus jeunes, qui ont été cassées, traînées, mises sur champ, et dessous, là, il y a encore toutes les traces d'enlèvement de l'argile des personnes qui sont allées organiser en fait ce bassin de rétention d'eau. Alors quelle est la fonction? On n'est pas capable de le dire, mais on relève bien qu'il y a des aménagements particuliers. C'est là aussi la force de ces grottes qui sont découvertes aujourd'hui, dans lesquelles on peut voir que les espaces sont pensés, qu'il y a des choses qui ont été faites à l'intérieur, ce qu'on n'a pas pu voir sur toutes les grottes dont a parlé Pedro tout à l'heure, parce que les découvertes sont anciennes et qu'on n'avait pas cette attention-là, et la conservation non plus. Donc la grotte Chauvet, c'est aussi des mêmes. Alors il y a d'autres grottes où il y en a, mais il y a des mêmes positives, des mêmes négatives, où on souffle le colorant autour. Et puis il y a une spécificité, c'est ce qu'on appelle les points pommes. Ils ont ocré la pomme de main, de colorant rouge ici en l'occurrence, et ils l'ont posé à plusieurs reprises. C'est ici toujours la même personne, puisque c'est exactement la même pomme de main, la même échancrure, la même taille. Et un peu plus loin à côté, mais toujours dans la salle Brunet, on a une autre personne, un peu plus grande cette fois par rapport au champ manuel, qui a posé toujours sa main identique et qui a peut-être fait une forme animale, mais on n'est pas bien sûr. Mais en tout cas, il y a bien deux personnes dans la grotte qui ont laissé leurs empreintes et qu'on retrouve à un autre endroit, sur le même panneau qu'ils ont orné de leurs mains aussi. Et ce personnage-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est facile à repérer parce qu'il a un petit doigt tordu. Il a dû avoir un problème, cassé, etc. Le fait qu'il ait le petit doigt tordu, il est facilement reconnaissable à chaque fois qu'il a apposé sa main. La paume de sa main. Autre chose, on est sur un art qui est complexe et qui est codifié. Le fait d'enduire sa main et de la poser, vous faites un cercle. Ça veut dire qu'il faut appuyer sur le dos de la main pour faire un rond. Donc là aussi, alors que c'est si simple de faire un coup de tampon, non, c'est la main qui est importante en tout cas. La grotte Chauvet, elle sort un petit peu de l'ordinaire aussi par rapport à ses techniques. Vous voyez ici deux couleurs. Là, les artistes ont complètement nettoyé, raclé la paroi pour mettre le blanc du calcaire à nu et ensuite venir dessiner au noir. La première partie de la grotte est rouge, la deuxième partie est gravée et les salles du fond sont ornées de noir. Et ils ont choisi pour ces panneaux noirs les parois les plus tortueuses. Alors que les rouges, ils ont choisi les parois lisses, sèches. Donc deux intentions différentes. Donc là, le souhait, c'est de faire de l'estompe. Mais on ne peut pas faire de l'estompe si on est sur cette matière molle et altérée, on va dire, de la paroi.
Donc on l'enlève et on a un silex, un charbon et on travaille. Donc c'est très simple comme technique, mais c'est très élaboré. Et toute la composition est faite de cette manière-là. Gilles Tosello, vous allez rencontrer aussi, et qui signe des ouvrages à côté, a travaillé sur ce bateau. Il est membre de l'équipe scientifique et il est aussi plasticien. Donc c'est lui qui a étudié ce panneau et qui a restitué aussi les panneaux ornés de Chauvet II. Et vous voyez là le détourage des coups de burin qui viennent marquer le contraste noir et blanc de ces dessins qui sont très très aboutis. Et le dernier coup, c'est la bouche. Un petit coup de noir et hop, ça rehausse tout. Voilà la décomposition pour comprendre la chronologie d'organisation du panneau. Les ours qui font des griffades, on fait les gravures, on décide de racler, on fait des dessins et on organise tout de cette manière-là. Un artiste aujourd'hui fait exactement la même chose. Il a dans la tête la composition de ce qu'il va créer et c'est la place du dernier cheval qui est importante ici, semble-t-il, pour celui qui a créé ce panneau. La grotte Chauvet, c'est 1000 représentations, dont 430 figures animales, 14 espèces différentes. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais dans la plupart des grottes ornées, on est plutôt autour des 6-7 espèces. Là, il y en a 14, donc il y en a plus, et il y a des espèces très rares. C'est les animaux emblématiques de Chauvet. Les rhinocéros laineux, les mammouths, les félins, les ours, et il y a d'autres espèces qui sont unies dans l'art préhistorique. La panthère, alors le hibou et le bœuf musqué, qui sont uniques dans tout l'art préhistorique. Et au fond de la grotte, Pedro l'a dit aussi tout à l'heure, il y a une figure, un motif qui est très spécifique, qui existe ailleurs mais qui est assez rare, et on l'appelle le pendant de la Vénus. Donc sur un support triangulaire, vous avez un triangle, ce qu'on appelle le triangle pubien, sexe féminin, la vulve est marquée, vous avez les deux jambes, et il y a cette figure féminine est surmontée d'un bison, d'un félin et un autre un peu plus loin. Donc on est au fond de la grotte, on est sur le panneau, le dernier panneau. Avant, il y a quelques triangles pubiens, et puis il y a la force de cette figure féminine qui est surmontée par les animaux emblématiques. Et ça nous renvoie un petit peu à ça aussi, c'est-à-dire que quand on a découvert Chauvet, qu'on a su que c'était du lauréatien, on a repris un peu un regard avec plus d'attention, on va dire, sur les autres sites qui correspondent à cette culture-là. Et ça nous renvoie, entre autres, à certaines. Donc là, on est dans le Jura suave, en Allemagne, où on a toute une série de cavités dans lesquelles il n'y a pas d'ornementation, mais où il y a des figures animales sculptées en rond de bosse. Et on a des rhinocéros, des félins, des mammouths, et cette incroyable sculpture qui fait 30 cm et en ivoire aussi, qui est un homme long, et qui renvoie à une conception similaire de représentation où on a toujours ces formes animales et humaines qui s'entremêlent. Vous posiez la question tout à l'heure de l'interprétation et la signification, on peut garder ça en tête. Donc lorsque la découverte de Chauvet est faite, les premiers inventaires, les premières études montrent qu'elle rentre dans ce qu'on connaît de l'art préhistorique. Elle n'est pas complètement singulière par rapport à tout ça. En revanche, elle apporte un nouveau regard, on va dire, par rapport à la chronologie, puisque ça renvoie au tout début de l'histoire de l'art, on est aux origines de l'art. Par rapport aux thématiques aussi, puisqu'on voit qu'à Chauvet, on a des animaux plutôt puissants, féroces, rapides. Donc à l'Aurignacien, ils avaient tendance à dessiner et à privilégier des animaux emblématiques, qui avaient une présence particulière quand même dans l'environnement. Lascaux, là on est fin du paléo plutôt, ils auront tendance à dessiner les animaux qui ont un instinct grégaire et qui vont être un peu plus chassés quand même. Les aurochs, les chevaux, tout cela. Donc c'est la seule tendance évolutive que l'on perçoit pendant 30 000 ans. 30 000 ans d'existence de cet art préhistorique. Ils n'ont jamais dessiné d'astres, de flore, de scènes de vie.
C'est pour ça qu'on pense que c'est quand même un art qui est lié forcément et évidemment à une vision, à une pensée du monde qu'aujourd'hui on pourrait appeler l'animisme. Et ça nous renvoie à ces images-là, à animalité, humanité qui n'est pas encore définie telle qu'on le perçoit nous aujourd'hui. Donc c'est un art qui va être reconnu sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, qui va être reconnu, c'est la grotte Chauvet et son art qui est reconnu, et l'intégrité de cette grotte. Lascaux, c'est un bien serrier, Lascaux est reconnu avec d'autres sites des gorges de la vallée de la Vézère. Là, à Chauvet, lorsqu'on est candidat à l'UNESCO, on se pose la question si on intègre les autres grottes des gorges, et finalement, par rapport à la complexité d'un dossier à monter, finalement, la grotte Chauvet candidate seule et elle va être inscrite. Et ce qui est très très émouvant, c'est que lorsque l'ICOMOS, c'est l'organisme qui inscrit, ça se passe à Doha cette année-là, et tout le monde, au bout de 20 minutes de présentation du dossier, se lève, applaudit, et on a vraiment senti l'universalité de cet objet patrimonial, c'est-à-dire les Indiens, les Chinois, puisqu'il y a des gens du monde entier dans ces instances de certification, mais tout le monde s'est levé et a senti ce que c'est que la valeur universelle d'un bien patrimonial. Alors là, on était un peu dans la quadrature du cercle, on va dire, parce que c'est quand même la première fois qu'on inscrit quasiment, à part les sites lacustres, qui sont difficiles d'accès, un site au patrimoine de l'humanité, alors qu'il ne va pas être accessible au public, parce que ça fait partie. On nous explique que ça appartient à chacun, mais en gros, on ne peut pas y accéder. Donc aujourd'hui, l'UNESCO est très attentif à cela. On inscrit sur la liste des biens qui vont aussi pouvoir être vus. Donc c'est le projet d'espace de restitution qui permet aussi d'amener le dossier. Parce qu'on dit souvent que la grotte, elle est fermée pour des raisons de conservation, préservation. Bon, ça, c'est un fait. Mais il y a aussi des problématiques, on va dire, de normes sanitaires, puisqu'il y a du CO2 et du radon. Donc, on ne peut pas y aller à loisir, on va dire, dans cette cavité. Donc, la décision est vite prise de manière à ce qu'on réalise un espace de restitution de la grotte Chauvet. Et il va être décidé, vous voyez, la grotte, elle est là, à côté du Fondal, dans le méandre que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va réaliser l'espace de restitution sur le plateau en direction de Saint-Remez, mais on est quand même sur la ville de Vallon-Pont d'Arc. Un peu éloigné là aussi pour ne pas faire, je vais dire, sans jugement de ma part, les erreurs qui ont été faites à Lascaux, où on a fait Lascaux 2 sur Lascaux. Et où aujourd'hui on l'a déplacé de manière à ce que le parking et tous les impacts dans la cavité ne se fassent pas. Donc là on a quand même, on est resté sur la commune, mais l'idée était d'éloigner de la grotte originale qui de toute façon est un goulet d'étranglement puisqu'on est vraiment sur l'entrée des gorges de l'Ardèche qui est déjà bien saturée l'été. La complexité, regardez, c'est le plan de la cavité qui est de ce type-là et qu'il va falloir faire rentrer dans un bâtiment rond puisque les architectes qui ont été choisis pour fabriquer, on va dire, le site, c'est l'agence Fabre-Smeller, ils vont être choisis parce qu'ils ont proposé une architecture éclatée. On est sur plus de 20 hectares de bois, de chaumières méditerranéennes, et ce sont des bâtiments ronds à chaque fois. Donc là, il y a un bâtiment ici, il y en a un là, ça c'est parking, etc., etc. À chaque fois, peut-être que celle-ci est plus visible pour vous détailler un petit peu l'infrastructure. On a la chance d'être sur un grand équipement culturel avec pas très loin de Vallon, on domine. Et ces architectes, ils ont été choisis parce qu'ils ont proposé aussi d'enterrer à demi les bâtiments. Donc on ne voit pas trop de loin l'impact sur cet environnement naturel qui est très important. Et leur idée, c'est l'empreinte de l'ours, puisque le grand coussinet, les petits coussinets, c'est le moins d'empreinte dans le paysage, et c'est l'empreinte de l'humanité. C'est ça le concept qu'ils ont utilisé et qui les a inspirés en tout cas. Donc on se retrouve sur un site effectivement qui est très bien placé et qui propose
9000 m² de bâtiments, et même un peu plus, puisqu'on a créé un centre de conférence depuis, avec 3500 m² de répliques, rien que pour la réplique. L'intérêt sur le site, c'est qu'il n'y a pas seulement la restitution, la réplique, il y a également un centre d'interprétation qu'on appelle la galerie de l'Aurignacien, un peu comme il y a les galeries de paléontologie, etc., puisque là on fait focus sur l'Aurignacien, cette culture des artistes de la grotte Chauvet. On a pas très loin nos collègues qui sont sur la cité de la préhistoire à Orgnac-la-Veine, et l'idée n'était pas de refaire un musée de préhistoire alors qu'il y en a un à 25 km, c'était de parler de cette période-là et de travailler en bonne intelligence sur le territoire. Donc l'idée, voilà, vous avez compris, c'est un petit lieu, mais qui fonctionne bien, qui a bien été pensé et qui allie animaux naturalisés, table multitouch, vous savez, où il y a il y a plus de 6 heures d'informations à l'intérieur. Et on va un petit peu rénover, parce qu'aujourd'hui, il y a des données justement sur les couleurs de peau. Nos mannequins sont obsolètes aujourd'hui. Et puis, il y a la partie grotte. Donc ça, c'est le bâtiment, avec les visiteurs qui arrivent de là, qui finissent par rentrer ici et qui doivent cheminer à l'intérieur pour ressortir par là. Donc un vrai geste architectural, comme vous le voyez. L'idée, c'est d'évoquer une falaise, mais de manière moderne, et surtout pas de fabriquer, de singer une falaise des gorges de l'Ardèche. Donc c'est ce que je disais, vous voyez, le challenge pour le scénographe, ça a été de travailler avec les équipes scientifiques qui a identifié toutes les parties, tous les éléments majeurs qui allaient devoir être restitués. Donc c'est toutes ces écailles en couleur qui ensuite ont été rassemblées pour rentrer dans un bâtiment rond. Donc on se retrouve avec un véritable patchwork. Donc il a fallu vraiment travailler aussi avec les scientifiques. C'est un peu la première fois que les scientifiques ont vraiment été sollicités, ont joué le jeu pour former les équipes qui travaillaient sur la restitution. Parce que pourquoi une concrétion est jaune, pourquoi elle est blanche, pourquoi elle scintille, pourquoi les sols sont craquelés, etc. Donc les scientifiques ont fourni ce qu'on appelle des carnets de faciès, ont amené les plasticiens, les sculpteurs dans les grottes pour leur expliquer tout ça, parce qu'ensuite il allait falloir en atelier recréer en résine, en plastique, en béton, des choses qui allaient devoir être plus vraies que nature. Donc dans le bâtiment, c'est pas bien, je vous montre l'envers du décor. Dans le bâtiment, il y a des grands plafonniers. Toutes ces tiges ont été faites sur place grâce au modèle numérique 3D qui permet ensuite de faire le véritable volume de la grotte. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait est à échelle 1. On a du film plastique noir qui est agrafé, dessus on projette du béton, on le séché et après on fait une deuxième couche qui est du mortier paysager et ensuite on patine. Ailleurs, en atelier, étaient réalisées toutes les parties concrétion de ce type-là. Donc ça, c'est l'atelier Phénomène qui était à Paris. Ailleurs, à Montignac, c'est la ville de Lascaux, c'est des ateliers archéologiques qui avaient remporté le marché, qui fabriquaient, toujours pareil, à partir du jeu numérique 3D, des moules en polystyrène, qui posent la résine, de manière à avoir ensuite des parties, des coques, on va dire, sur lesquelles on projetait quelques points, mais ensuite, c'est à la main, c'est le parti pris à Chauvet 2, c'était chez Alain Dalis, là, à Archéos, il a constitué une équipe de plasticiens qui a travaillé à la main. On aurait pu faire autrement, à l'ASCO 4, ils ont fait autrement, mais là, le choix, c'était ça. Il fallait qu'il y ait la fulgurance du geste. Les dessins de Chauvet, enfin, je dis, c'est de la fulgurance. Il y a un trait, pas de repenti, ça fonctionne. Donc là, l'idée, c'était, même si ce n'est pas au millimètre près, en tout cas, qu'il y ait ce retour, on va dire, qui est très visible sur les œuvres. Donc, ils se sont attelés à faire ça en atelier, avec les couleurs, les pigments, etc. Là, vous avez Gito Zélo, chez qui, à Toulouse, étaient envoyées les coques. Il a fabriqué le charbon,
il va dessiner donc, les panneaux qu'il connaissait le mieux. Mais vous imaginez le travail pour réaliser des panneaux aussi complexes que ça. Il fallait d'abord bien comprendre ce qui se passait sur le panneau, dans la chronologie des œuvres, des dessins, de chaque motif, pour ensuite les restituer, là aussi que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc voilà le panneau de la salle du fond réalisé. Évidemment, même si certains faisaient partie de l'équipe scientifique, ils étaient quand même, une fois que le travail était fait, validés par d'autres membres de leur propre équipe qui connaissaient bien la grotte pour dire là c'est trop rouge, là c'est trop humide, là c'est trop sec, avant que ces panneaux partent en camion et arrivent in situ dans le bâtiment qui était déjà réalisé et sur lequel on avait créé ce qu'on appelle le système de la réserve et où était intégré à toutes les parties qui étaient faites à l'extérieur. Donc là, vous imaginez le stress. Déjà quand on ouvre, il ne faut pas que ça casse, hein, c'est des objets uniques. Il fallait que ça soit monté sur des hauteurs assez incroyables, puisque petit à petit, vous comprenez tout le travail, là, ça a été de faire les plafonds, les parois et ensuite les sols. Parce qu'après, les engins ne passaient plus. Donc il y avait toute une ingénierie de corps de métier aussi qui ont dû s'organiser pour arriver à un objet final. L'idée, c'était visiter la grotte, vivre cette expérience, c'est un moment incroyable. Donc, le projet, il voulait aller là-dessus. Rien n'était sûr, hein, mais c'était proposer une immersion. C'est quand même la première fois qu'on créait une fausse grotte. Plafond, parois, sol, et où on met une passerelle comme quand on est dans une vraie grotte. Hein. L'objectif d'immersion, il était vraiment prégnant tout au long du travail de chacun. Donc des œuvres incroyables, très puissantes, très fortes, très organisées à chaque fois. Hein. Vous voyez, c'est des tableaux qui fonctionnent ensemble. Donc la grotte, effectivement, on dit que c'est un chef-d'œuvre, hein, à juste titre. Mais Chauvet 2 en est un autre avec un travail un peu plus contemporain, on va dire. Mais c'est vraiment également un chef-d'œuvre. Pour valoriser ce travail, il y a une médiation qui est riche et variée. On y fait des visites guidées, évidemment, des visites à thème, des visites à la torche. Hein. On a travaillé avec un ingénieur pour nous créer des fausses torches, vous imaginez bien, parce que gérer du public avec des vraies torches, c'est compliqué, et c'est pas fumé, mais qui donne le plus possible les éclairages de l'époque. Donc on a des visites guidées, des visites avec les découvreurs aussi, on a eu des visites grand format pour le public handicapé, on est labellisé tourisme handicap aussi, hein, sur le site, ça fait partie des missions. Il y a une offre pédagogique qui est évidemment importante, on reçoit plus de 30 000 scolaires dans l'année, donc toute l'année, puisqu'on a la chance d'avoir une infrastructure qui nous permet de travailler avec les écoles dans une fausse grotte. On initie à l'art préhistorique, donc on a des extérieurs, des intérieurs. Sur l'extérieur aussi, on a un campement, on a créé un campement paléo-compatible, on va dire, qui nous permet d'accueillir beaucoup de publics, et notamment des publics familiaux, des groupes, des comités d'entreprise aussi. On a la chance d'être sur un environnement intéressant. Et je le disais, pendant la période de confinement, on a ajouté à ce site un centre de conférence. Ça nous permet d'accueillir des spectacles vivants. Donc, L'Enfant l'autre, c'est une BD, et c'est quelqu'un qui a mis en place un BD concert, mais on a une grande salle, un hall, des salles de sous-commission, donc on va pouvoir aussi accueillir des colloques, etc. On y... Il y a une slide qui a bougé. On y fait des conférences, évidemment, et on essaye de faire venir tous les publics. Donc l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur les aliments, les repas préhistoriques, les modes de cuisine, puisqu'on a un restaurant sur site avec un chef. Donc on lui a donné tout ça, on lui a demandé de nous faire un menu préhistorique, ce qui fait qu'on invite un conférencier, et derrière, ensuite,
on partage un repas et on explique tout ce qu'on sert, pourquoi on sert tel et tel aliment. On a une programmation culturelle d'envergure aussi. On a eu le souhait, il y a quelques années, en 2019, on est passé juste dans le confinement, on a proposé une exposition qui traitait de la fascination autour des lions, de toutes les cultures humaines. Donc on est allé au-delà de la préhistoire et on a pu recevoir des œuvres de tous les grands musées allemands, français, le Louvre, Cernouchi, Guimet, Quai Branly. C'était incroyable. On a pu faire une exposition, on nous a dit, parce qu'on a une salle d'exposition qui fait 500 mètres carrés, donc on a la capacité d'accueillir et de monter des expositions de type international. On avait un lionceau des cavernes qu'on est allé chercher en Sibérie. Il n'y en avait qu'un à l'époque, que deux. Et on a eu la chance de présenter un lionceau de caverne de 50 000 ans congelé et qui était là aussi dans un état incroyable. En 2022, pour essayer aussi d'ouvrir et de ne pas faire que des expositions, on va dire, type classique, on a proposé un son et lumière. L'idée, c'était d'explorer l'histoire de l'art depuis la préhistoire à travers l'art animalier. Donc, le spectacle s'appelle De la préhistoire au street art. Et on a investi cette grande salle d'exposition pour mettre un spectacle immersif à 360 degrés et qui vient aujourd'hui enrichir aussi, dans le cadre des 10 ans d'inscription à l'UNESCO, une programmation qu'on a mise en place cette année autour de Nocturne. Parce que notre site, il a une bonne notoriété, on ne va pas se plaindre, on refuse énormément de personnes. C'est un site de destination. Vous savez, avant, on venait en Ardèche, on visitait des sites. Maintenant, on vient en Ardèche, on visite des sites. Mais il y a des personnes, il y a toute une partie de nos visiteurs qui viennent aussi exprès voir Chauvet et qui visitent le territoire. Donc là, cette année, on a mis en place, ça nous permettait d'avoir quelque chose d'assez festif, mais on est resté, j'ai entendu tout à l'heure qu'on a parlé des interprétations de Jean-Louis Lequelec. Donc on a tiré ce fil rouge autour du mythe de l'émergence primordiale pour proposer un parcours lumineux et sonore qu'on a proposé cet été et qui est proposé sur les fins de journée, sur les vacances d'automne et les vacances de Noël. Donc quelques illustrations, il y a du mapping en sortie de grotte, mais il y a tout un tas d'autres choses qui se déploient dans le parc, puisque jusqu'à maintenant on a peu investi le parc. Et en soirée, quand il fait très chaud, en Sud-Ardèche, je vous avouerai que c'est pas mal. Nos visiteurs sont assez contents. Dans le cadre des 30 ans de la découverte aussi, ça montre un petit peu l'importance quand même du site. En novembre, là, va sortir un timbre à l'effigie des lions de Chauvet. Donc on voit que ça y est, il a fallu 30 ans, mais on commence à vraiment avoir une place particulière dans le paysage culturel et historique. Et pour fêter les 30 ans, donc en juillet 2025, nous allons présenter l'exposition qui vient d'être inaugurée à la Cité des Sciences, Grotte Chauvet, l'aventure scientifique, qui met en avant justement, et qui fait le lien avec ce qu'a dit Pedro Lima aussi tout à l'heure, tout le travail. On a toujours l'impression que les préhistoriens ils s'amusent parce qu'ils vont dans les grottes voir des choses incroyables et magnifiques, mais c'est très compliqué. Accéder dans les grottes, c'est sportif, c'est compliqué, les postures, voilà. Donc cette exposition met en avant tout ça, mais de manière très ludique et pédagogique, et on la reçoit donc en juillet prochain, avec autour pour l'inauguration un grand colloque. Il n'y a pas eu de colloque autour de la grotte Chauvet et de l'art préhistorique depuis, je crois, 2003 à Lyon. Donc voilà, ça sera un temps fort autour de la valorisation de Chauvet. Donc un patrimoine universel qui est restitué, le lieu n'est pas visible, mais Chauvet 2, c'est une restitution dans les trois sens du terme, sociale, scientifique, social, scientifique et touristique, puisque pendant
20 ans avant que Chauvet II ouvre, on avait tous ce sentiment de confiscation. On nous expliquait que ce patrimoine était incroyable. Alors pour ceux qui habitaient à côté, que c'était aussi sur leur territoire, mais qu'il n'y avait pas accès. Donc il a fallu gérer ce sentiment de frustration et de confiscation. Donc aujourd'hui, Chauvet II a ce rôle. Les enjeux, comme je l'ai marqué, qu'ils soient scientifiques, pédagogiques, sociaux et touristiques, parce qu'il y a tout ça finalement dans cet équipement culturel, ils étaient risqués. C'était pas garanti qu'on arrive à retranscrire la force de cet objet patrimonial. Le retour visiteur est plutôt satisfaisant, on va dire. On a pas mal de monde et des gens qui sont quand même contents. Et vous voyez ici, on a nos 3 découvreurs qui sont autour d'une plaque. C'est la plaque de l'UNESCO. C'est la première fois là aussi que la plaque UNESCO, elle n'est pas posée sur le lieu, parce que c'est la grotte Chauvet, il ne faut pas se mentir, c'est la grotte Chauvet qui est inscrite à l'UNESCO, c'est pas Chauvet II. Sauf que personne n'y va, ou très peu. Le ministère de la Culture ne souhaite pas qu'il y ait trop de visiteurs qui aillent cheminer, abîmer les éboulis de pente, etc. Donc c'est la première fois, il y a eu tout un tas de discussions autour de ce problème éthique, où mettons ce panneau UNESCO pour dire que ce que les visiteurs vont pouvoir vivre et expérimenter est bien le premier grand chef-d'œuvre de l'humanité. Je finis là-dessus. Donc c'est bien une grotte à valeur universelle qui est protégée, qui est partagée. Et pour les 30 ans après sa découverte, effectivement, le premier grand chef-d'œuvre est définitivement à la portée de tous.